Je me souviens, on avait tourné sur une série québécoise à l'été 2014, le week-end de la F1. Mais ça, c'est assez drôle parce que, tu sais, on avait trouvé dernière minute un bar, Saint-Laurent-Marianne, 10 h du soir, le premier vendredi de la F1, où il y a des touristes incroyable et il fallait bloquer les rues dernière minute. Oh, Puis, mais c'est parce non, que c'était comme non, quasiment non. un gardien de hockey, tu sais, qu'il y a toute l'équipe devant lui qui pitch des rondelles, mais on a réussi à s'en sortir. Puis toute l'équipe, tous les postes, toute les hiérarchies, on a tourné ça pas au ridicule, mais à l'autodérision. On passait des commentaires, on riait, on était capable de trouver ça drôle. À la fin du tournage, ont-tu arrosé de champagne au moins, quelque chose? Non, ça? même pas, ça aurait pu être le fun. Non, mais écoute, ça va pas vivre, tu l'aurais mérité. Oui, exactement, j'aurais aimé ça. Moi, je crois que les films comptent toujours inspiration de la réalité et pas le contraire. Ce qui m'intéresse, c'est qu'on parle des choses, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, ça m'est égal. C'est pas de pogner sur le marché, l'art, c'est d'exprimer ce que tu as d'intrigue. What other art form do you create on a schedule? Je dois dire que je trouve que choquer est une qualité. I think it's interesting for an audience to get lost in a different world. You need to know how ideas and emotions are expressed through a visual form. Hey, salut tout le monde! Bienvenue au Panoramique Podcast. Salut mon cher acolyte. Salut Amir, ça va bien? Ben, ça va très bien, toi? Ben, numéro un. À chaque fois qu'on se voit, moi, je sens une nouvelle jeunesse. Ah, ben crème, c'est bon à savoir ça, c'est gentil, merci. Et que c'est beau, hein? C'est magnifique. Cette semaine, beau programme cette semaine, en fait. On a reçu un de nos amis, parce qu'au Panoramique, on est comme ça, on invite autant des gens qu'on connaît moins, mais aussi des gens qu'on connaît très bien, avec qui on parle toujours de cinéma au quotidien. Donc, pourquoi pas le faire avec micro et son et image, c'est bien mieux. Alors, cette semaine, Louis-Philippe Lorange, notre invité. Donc, très bon ami. On va parler là, un peu de son parcours, qu'est-ce qu'il a fait, qu'est-ce qu'il fait en ce moment. Et le thème, je vous dirais, principal du podcast, c'est la nostalgie. Donc, la nostalgie du cinéma, comment on percevait les bandes annonces il y a 20 ans versus aujourd'hui. Donc, vraiment un cool segment, j'ai trouvé dans le podcast. C'est une entrevue qui était moins planifiée, celle-là, qui était beaucoup plus sur format discussion. J'ai bien aimé. En tout cas, j'espère que les gens vont aimer aussi. Oui, absolument, on espère. Puis, cette semaine, en fait, on va y aller avec les rubriques tout de suite, avant les remerciements. Cette semaine, moi, mon plan de la semaine, je m'enligne sur le film Léon, le professionnel, réalisé par Luc Besson, sorti en 1994. Donc, moi, j'ai choisi un plan dans ce film-là, un film que j'aime beaucoup. Donc, je vais vous parler de ça tantôt. Et toi, Félix, cette semaine? Moi, la chronique anniversaire, je vais parler d'un personnage extrêmement controversé de l'histoire du cinéma. Je vais parler de Klaus Kinski, acteur allemand, grand acteur, mais individu... En tout cas, on peine à trouver les mots. Particulier est un euphémisme dans ce cas-ci, mais bref, je vais vous faire une petite présentation de lui j'ai hâte d'entendre tout à l'heure, donc manquez pas ça. J'ai hâte d'entendre ça. Et avant de démarrer l'émission, on va remercier en fait cette semaine évidemment les commandites, les partenaires du podcast. Donc, le gros merci qu'on aimerait dire, c'est à la Cinémathèque québécoise qui nous offre, qui nous prête l'espace du café-bar, donc qui nous permet là, de filmer les émissions. Donc, on est super contents. La Cinémathèque, c'est toujours accueilli à bras ouverts. C'est simple, c'est le fun. C'est une mecque du cinéma, littéralement à Montréal. Donc, il faut venir voir ça. Autant les étudiants, les gens qui veulent venir voir des films, passez à la Cinémathèque. C'est bien situé, puis c'est des gens super accueillants. Donc, merci beaucoup à eux. Et puis, on aimerait remercier ceux qui nous louent l'équipement, les caméras, en fait. Dans le fond, c'est les sessions de salon. C'est un concept, en fait, c'est des gars qui font ça dans leur appartement. Ils ont un géant appartement, puis ils se font un setup dans leur salon. Et puis, c'est des captations pour des groupes musicaux. Donc, ce qu'ils font, c'est qu'ils captent one take, donc juste
une seule prise. Et puis, ils vous font tout un package avec ça, puis ça fait un genre de vidéoclip. Donc, c'est comme un mix entre un one-take vidéoclip. C'est vraiment intéressant. Donc, allez voir leur Facebook. Ça va être justement dans la description en bas pour les vidéos et même sur Spotify aussi. On va vous le mettre. Donc, merci à tout ce beau monde. Et cette semaine, on remercie beaucoup Yann Lobono, moi que j'ai le plaisir de côtoyer depuis très longtemps. Déjà, ça fait une dizaine d'années qu'on se connaît. Donc, merci à toi, Yann, et on espère que tu as du plaisir. Donc, bon podcast, tout le monde. Donc, Louis-Philippe Lorange, bonsoir. Merci d'être venu. Écoute, nous, on va le dire tout de suite. On va assumer tout de suite qu'ici, on a du favoritisme absolu. On est dans le népotisme intégral. Louis-Philippe, c'est un de nos chums. C'est pour ça qu'on l'invite. Ouais. Donc, je vais vous le présenter brièvement. Louis-Philippe, tu as un bac en cinéma, tu as une maîtrise en cinéma. Tu as fait l'INIS aussi, en documentaire. Absolument. Et tu as aussi un micro-programme en éducation. Je pense que tu es une des personnes les plus diplômées que je connaisse, pour être honnête. Donc, déjà. Mais on t'invite ici, bien entendu, parce que tu as étudié en cinéma avec nous autres. Tu es un gros tripeux de films. Et puis, donc, nous, la raison pour. Tu as travaillé en cinéma aussi. Donc, on est là pour. Tu serais une personne intéressante à jaser. Ben oui, puis tu aspires à devenir réalisateur. Tu veux réaliser tes propres films. D'ailleurs, tu as scénarisé tes courts-métrages aussi. Donc, ça, c'est aussi tout ce que tu fais. Donc, ben oui, on se dit, pourquoi pas l'inviter? On va jaser. Parce qu'on jase déjà à la base entre amis, tu sais, devant une petite bière ou un petit souper. On fait ça, fait pourquoi pas le faire au podcast? T'sais? Ben, un gros merci de m'avoir invité. Ça me fait plaisir de jaser de ça avec vous. Ben, merveilleux. Fait que, ben moi, j'aimerais ça partir le bal. Je vais partir le bal, Félix, c'est bon? Oui, vas-y. Right. Moi, j'aimerais ça que tu nous parles, parce que je sais que tu as travaillé beaucoup sur les plateaux de tournage. Puis j'aimerais ça que tu nous racontes un peu, pas nécessairement oui, tu peux nous dire les postes que tu as fait pour les gens qui ne te connaissent pas, mais moi, je veux savoir, c'est quoi vivre au jour le jour quand tu travailles sur des plateaux constamment pendant un certain temps? C'est une bonne question parce que tu vois, tu sais, mettons, quand on étudie en cinéma, on n'est pas habitué, on n'est pas amené à cette réalité-là. Puis je trouve qu'il faut absolument, moi qui veux être un futur enseignant, moi j'aimerais ça, tu sais, dire aux étudiants c'est quoi la vraie vie. C'est sûr qu'on a toujours la passion de vouloir faire des films, écrire, tu sais, d'en vivre. C'est quoi, pour en revenir à ta question, Amir, c'est quoi vivre au jour le jour en plateau de tournage? Ben, tu sais, c'est extrêmement d'ouvrage. Tu sais, tu te rends compte à quel point c'est gros, même si c'est le plus petit plateau de tournage que tu n'existes pas, parce que moi, j'ai travaillé autant des plus petits plateaux à petit budget que des grosses productions avec Mathieu Grenier, que vous allez recevoir bientôt dans un autre épisode sur le X-Men Dark Phoenix, qui était de 250 millions. Et soit dit en passant, on disait que c'était une petite production par rapport aux deux autres qui ont coûté 500 millions, mais on s'entend que 250 millions de dollars, c'est quand même 250 non, c'est une machine incroyable. On peut même pas... On a de la misère à se figurer c'est un énorme plateau comme ça. Là. Donc, je dirais que c'est le plus gros plateau que j'ai fait. Tu sais, des fois, on était 500 employés. Puis, tu sais, c'est comme surtout des films à gros effets spéciaux. Moi, j'étais, par exemple, sur la Second Unit. On travaillait beaucoup avec les cascadeurs. En fait, c'est que tu te rends compte que c'est très gros, c'est extrêmement hiérarchisé, chacun a sa place. Et c'est vraiment, comment je pourrais dire, c'est vraiment, faut que tu sois concentré sur ce que tu fais, mais c'est aussi, tu découvres beaucoup comment ça marche. Tu sais, t'as la partie créative qui sont les plus hauts, évidemment, réalisateur, directeur de la photographie, avec les acteurs. Et ensuite, tu as les assistants réals, puis tu as tous les postes qui sont plus, mettons, techniciens, comme la régie électro, machinaux, qu'on appelle aussi grip. Donc, tu te rends compte à quel point, tu sais, c'est gros, puis c'est très hiérarchisé. Vivre au jour le jour, tu sais, c'est des heures très longues de travail, puis faut vraiment, tu sais, il faut être assidu dans son travail. Et c'est vraiment très différent, tu sais, que le travail plus intellectuel, c'est être, mettons, écrire un scénario, par exemple, c'est où tu es assis devant ton ordinateur, ou, tu sais, quand on est plus au contenu, c'est vraiment... c'est vraiment un rouage dans la machine. Un rouage dans la machine, exactement. C'est exactement ça. Moi, j'étais pas, puis tu sais, je veux dire, avec le recul, là, j'ai pas tant de nostalgie par rapport à ça. C'est plus, je me rendais compte que, tu sais, j'étais plus créateur. Donc, tu sais, dans les postes techniques, tu sais, j'étais moins efficace que quelqu'un, tu sais, par exemple, qui avait juste, par exemple, on fait une école technique en cinéma. Moi, comme tu as dit, Félix, tantôt, j'ai une maîtrise. Quelqu'un, une jeune fille plus jeune que moi, tu sais, qui aurait juste fait, mettons, une école technique, soit l'ATM, c'est l'Institut très basse, je crois, là, peu importe l'école. Si tu es pragmatique, il faut que tu sois extrêmement pragmatique. Il faut que tu aies de la suite dans les idées, puis il faut que ça roule.
Moi, je dois avouer qu'à la longue, c'est assez demandant. Surtout les plateaux américains, là, des fois, on faisait 21 heures, tu dors 4-5 heures, tu travailles 18 heures. Toi aussi, Félix, t'en as fait quelques-uns. Oui. Puis j'ai entendu des histoires d'horreur incroyables. Moi, je travaillais dans un truck où on plaçait les chaises, tout ça. Puis le gars avec qui j'étais, qui était fort sympathique par ailleurs, le gars, il partait de Saint-Jérôme parce qu'il restait là. Il allait chercher le camion de la prod. Il le ramenait pour 6 heures le matin. Il fallait qu'il soit à Oka. Puis il fallait qu'il fasse la même chose le soir, aller porter le camion Exactement. au bureau à Montréal. Puis après ça, il pourrait retourner chez eux. Je veux dire, une espèce d'histoire de fou, là. Je veux dire, c'est hallucinant comment le monde travaille sur ces plateaux-là. C'est incroyable. C'est incroyable. Puis comme moi, j'ai vu une entrevue avec un régisseur avec qui j'ai travaillé. Tu sais, faut porter des solutions qui auraient dû être réglées hier. Tu sais, ça, c'est pour dire que c'est clic comme ça. Tu sais, il y a toujours des imprévus. Tu sais, je me souviens, on avait tourné sur une série québécoise à l'été 2014, le week-end de la F1. Mais ça, c'est assez drôle parce que, tu sais, on avait trouvé dernière minute un bar, Saint-Laurent-Marianne, 10 h du soir, le premier vendredi de la F1, où il y a des touristes incroyables et il fallait bloquer les rues dernière minute. Mais c'est parce que c'était comme quasiment un gardien de hockey, tu sais, qu'il y a toute l'équipe devant lui qui pitch des rondelles, mais on a réussi à s'en sortir. Puis toute l'équipe, tous les postes, toutes les hiérarchies, on a tourné ça pas au ridicule, mais à l'autodérision. On passait des commentaires, on riait, on a été capable de trouver ça drôle. À la fin du tournage, ont-tu arrosé de champagne au moins, quelque chose? Non, ça? même pas. Ça aurait pu être le fun. Non, mais écoute, ça va pas vivre, tu l'aurais mérité. Oui, exactement, j'aurais aimé ça. Mais je pense qu'en fait, qu'est-ce qui est cool, comme toi qui en as fait beaucoup de la technique, qui a été sur les plateaux, je pense que c'est ça, j'ai l'impression que c'est le genre d'emploi que tu fais un temps, mais il y en a qui font ça de leur vie, là, mais c'est quand même assez rare. Il y en a gros qui commencent là, puis c'est bon pour apprendre, c'est un bon tremplin. Mais en même temps, ça dépend si tu sais ce que tu veux faire. Si tu sais pas ce que tu veux faire, ça peut être un bon tremplin pour savoir ce que tu veux faire puis pas faire. Ben en fait, tu peux. Il y en a qui font ça toute leur vie. Il y en a, tu commences à la régie, ensuite, mettons, ça dépend. Il faut que tu vises ce que tu as envie de faire. Mettons, tu regardes les machinistes, les grips, OK, ça t'intéresse de faire ça. Ben, on dit, entre guillemets, colle-toi sur eux. Pas coller sur un pot de colle toujours, il faut que tu restes dans ton département, mais par exemple, il y aurait Félix et Amir qui seraient deux grips, ben, tu vas leur parler, tu discutes avec eux, tu leur poses des questions, tu démontres un intérêt. Ou si tu veux un réalisateur, mettons, ou un assistante réalisatrice, tu lui poses des questions, tu démontres un intérêt pour ça. Donc, c'est juste que tu commences, mettons, par exemple, à la régie, ensuite, tu montes les échelons. Tu peux faire ça toute ta vie puis être quelqu'un de très efficace. Puis ces gens-là, ils sont, Dieu merci, qu'ils n'existent pas. Là, c'est sûr qu'il y a toujours les prix pour meilleur réalisateur. Puis oui, on aime ça que ce soit là. Mais il y a toute l'équipe technique qui est en arrière qui font un travail extraordinaire. Puis on remercie le ciel que ces gens-là soient là. Mais effectivement, moi, je connais beaucoup de personnes. À un moment donné, tu ne fais pas ça toute ta vie. Là, parce qu'à un moment donné, c'est dur pour le corps, là. Puis aussi, on est encore jeune, mais c'est comme... c'est difficile là, à la longue. Là. C'est comme des clous, surtout vers la fin. C'est des longues journées à 35-40 degrés l'été, là, dans la canicule. Tu travailles toute la journée, tu déplaces des affaires, puis il faut que toujours tu sois aux aguets. Fait qu'à un moment donné, à la longue, c'est pas quelque chose que tu fais longtemps. Ouais. Mais ça, c'est dans mon cas. Mais il y en a qui le font et qui sont excellents là-dedans. Ah, c'est ça. Si t'es bien et t'aimes ce que tu fais, c'est une chose. Il y en a gros, c'est ça, qui se découvrent avec le temps. Puis ils se disent, moi, je suis peut-être un peu plus créatif. Ou je suis un peu plus, justement, j'aime ça, gauler en étant technicien, peu importe, être assist-cam ou peu importe. Tout le monde est créatif au final. Mais je veux dire, chaque personne sait quand elle est douée ou moins douée dans un départ ou peu importe, ou ce qui l'intéresse plus ou moins, plus ou moins. Fait que c'est... OK, ben c'est cool. Mais c'est bon à savoir parce que je pense que c'est important de parler de ça aussi parce que, comme tu dis, il y a tellement de monde et de postes sur un plateau. Absolument. Que c'est ça le cinéma, c'est un énorme monde. Fait que pour ceux qui ne savent pas et qui ont peur au début, ils disent dans quoi je vais être. Il y a tellement de panoplie, mais je pense qu'en essayant, tu peux voir un peu plus qu'est-ce qui te plaît ou te déplaît. Ben, il y a aussi, mais quand on parle des métiers du cinéma, je me rappelle, moi j'ai eu un cours avec le réalisateur Denis Héroux, qui est décédé il y a quelques années. En fait, c'était à l'été 2008. On recevait des créateurs du milieu du cinéma québécois et c'est un des meilleurs cours auxquels j'ai assisté parce qu'on a eu le réalisateur qui a fait Yves Simoneau,
ça a été fort intéressant. Mais tu sais, aussi des scénaristes. On a aussi eu un scénariste qui s'est mal entendu avec un réalisateur, puis c'est comme, tu vois, on a eu un autre côté de la médaille. Tu sais, le réalisateur n'a pas vraiment respecté sa vision. On a eu des producteurs. On avait eu Xavier Dolan, tu sais, qui avait lancé son premier film à cet été-là, J'ai tué ma mère. Puis tu avais aussi, je crois qu'il s'appelle Simon Baudry, je ne me rappelle plus si c'est ça son nom, mais tu sais, il travaille pour des revues. Tu peux aussi écrire pour des revues, 24 images, séquences, il y en a d'autres aussi, hors champ. Tu peux travailler dans les festivals. Le festival, c'est très vivant. Comme, puis tu sais, s'il y en a qui... On en a des bons, en plus. On en a d'excellents. À Montréal, c'est sûr, la COVID a malheureusement bouleversé bien des trucs, mais je veux dire, en temps normal, Montréal est une ville avec des très bons festivals de films. Là. Ouais. Absolument, à 100%. Puis c'est ça, tu sais, le monde du cinéma, c'est tout à fait vrai, Amir, c'est très vaste. C'est pas juste dans le domaine de la création, tu sais, il y a tellement d'opportunités puis qui sont très, très intéressantes, autres qu'être réalisateur, qui est vraiment très passionnant. Bien sûr. Mais moi, je me rends compte que je suis plus attiré par l'écriture. Tu sais, je vais plus regarder des interviews. Tu sais, pour moi, genre, quand j'étais sur un plateau, c'était vraiment le scénariste, pour moi, la rockstar, tu sais, quasiment que les acteurs eux-mêmes. Parce que, tu sais, on dirait que je me rends compte que l'écriture scénaristique, c'est tout un travail. Tu sais, c'est de l'art d'écrire des dialogues. C'est beaucoup plus que, je dirais, la réalisation. Donc, c'est ça. Mais je trouve que je suis d'accord, c'est important d'en parler, ces métiers du cinéma-là qu'on ne connaît pas. Parce que tu vois toujours dans le générique, mettons, les longues personnes, puis c'est sûr qu'il y en a qui se lèvent puis qui s'en vont parce que c'est des techniciens, mais moi, je sais combien de personnes sont en arrière. Autant même ceux qui ne sont pas sur le plateau, à la post-production, au VFX, c'est aux effets spéciaux, c'est aux libérations de droits, c'est comme je dis, là, des fois, c'est au-dessus de quasiment des milliers de personnes. Ouais, c'est énorme, c'est vraiment énorme. C'est énorme. Ah oui, ça draine énormément de force de travail quand même quand on se met à y penser. Oui, ben oui, clairement. Ouais, c'est beaucoup de monde, puis beaucoup d'énergie. Beaucoup d'énergie. Mais après, c'est cool quand tu vois le résultat final parce que là, tu te ramasses que tu dis, hey, wow, c'est tout le monde qui a mis la main à la porte, ça donne tout ça. C'est ça que j'aime. Moi, c'est l'expérience que j'aime le plus quand on fait des films. C'est quand tu pars, tu sais, le scénario, comme tu dis, toi qui aimes être scénariste, tu pars d'une idée dans ta tête, puis là, tu l'écris, mais après ça, il y a tout un transfert tes mots deviennent des images puis des sons. Puis là, quand tu le vois, tu as une réaction du monde. Puis là, tu dis, hey, dire que ça, c'est parti de ta tête. Moi, ça, c'est quelque chose que j'ai toujours. Puis ça, j'ai expérimenté ça à l'université quand on faisait nos films. Puis moi, ça a donné que j'étais scénariste une année. Puis j'avais tellement aimé ça parce que les idées que tu amènes, ben, tu sors de toi, de ton cru, de ta tête. Puis là, ben, les gens, ils te disent, ils aiment ça ou pas. Mais tu as des réactions. Puis le fait de partir juste d'une idée en jasant, en parlant, en l'écrivant. Puis là, t'as ça qui te pop dans face. Je trouve, moi, c'est une chose que j'adore du cinéma, tu sais. Donc, c'est le fun. Puis toi, tu t'intéresses beaucoup aussi là, au cinéma américain, mais aussi tout ce qui est marketing, tout ce qui est la nostalgie du cinéma. Puis ça, c'est le fun parce qu'on est à peu près de la même génération. T'es un petit peu plus vieux que nous, mais pas beaucoup. Puis je voulais t'entendre là-dessus, justement, de... Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, bon, évidemment, les choses ont changé. Promouvoir un film aujourd'hui, c'est plus ce que c'était il y a 25 ans, 20 ans. Mais est-ce que tu penses que c'est aussi, comment dire, oui, efficace, mais autant le fun, où il manque le petit côté qu'il y avait à l'époque, c'était genre à TV, ou bien c'était une affiche que tu voyais. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus les réseaux sociaux, c'est beaucoup plus en ligne. Fait que comment tu vois ça, toi, aujourd'hui? Ben, c'est une très bonne question parce que moi, je pars toujours de la prémisse. Moi, je voulais parler d'un seul film, mais je vais en parler de deux. Le premier, c'est été 2001, la première bande-annonce de Spider-Man de Sam Raimi avec Tobey Maguire. C'était une bande-annonce qui était projetée durant Jurassic Park 3, qui malheureusement n'est pas passée à l'histoire, mais la bande-annonce de Spider-Man est passée à l'histoire. Excellente stratégie de marketing. Donc, tu vois, un vol de banque, un peu, je veux dire, c'est vraiment, ça sort de nowhere, tu sais, c'est comme, tu vois des personnes qui vous font un important vol de banque, après ça, ils montent les étages, ils prennent, tu devines que c'est la ville de New York, ils prennent un hélicoptère et tout le monde, genre, se font des high-fives, yes, bravo les gars, on a réussi. Et là, l'hélicoptère s'arrête en plein chemin et elle est propulsée par l'arrière avec une force étonnante, puis là, genre, ça arrête pas, et là, l'hélicoptère s'arrête. Et là, tu vois, l'hélicoptère est comme piégé en plein milieu, fondu enchaîné,
un petit plan d'ensemble, fondu enchaîné, immense toile d'araignée, gros plan d'ensemble de la ville de New York, les Twin Towers, c'est une étoile d'araignée. Écoute, j'en parle, j'ai des frissons, là. Et là, après, tu vois, tu as une tune techno qui part, puis c'est comme Next Summer, Get Ready for the Ultimate Spin. Et tu vois Tobey Maguire, qui fait des pirouettes dans la ville de New York. Le hype que ça crée. Puis, tu sais, j'en parle, j'ai des frissons, c'est comme... On s'entend que c'était sans doute à l'été 2001. Hein, c'est ça, c'était à l'été 2001. Étant donné qu'il y avait encore les Twin Towers. C'est exactement là, on s'entend ça. que c'est une bande-annonce qui a sans doute mal vieilli un peu, mais sur pas... le coup, ça devait être très efficace. C'est ça, je m'en allais sur ce point-là, puis je suis content que tu l'apportes, Félix, c'est que, tu sais, là, ça fait les 20 ans, là, les Twin Towers, puis tu sais, il y a eu nombre d'articles, puis c'est normal, là, tu sais, où est-ce qu'on était, puis on dirait que c'est 20 ans après que tu as plus de recul, évidemment, avec ça. Et la bande-annonce, justement, a été retirée. Mais moi, c'est justement, tu sais, c'est tout, comment dire, tu sais, justement, c'était avant YouTube. C'était l'époque aussi où il y a eu un paquet de films événements qui sont arrivés en même temps. Parce que le premier Lord of the Rings est sorti aussi en 2001. Tu avais, quelques années avant, 98 ou 99, qui avait eu... le Star Wars épisode 1, je crois. 99. 99, oui, c'est ça. Parce que là, en 2002, après, là, c'est le deuxième qui s'en venait. Exactement. Là. Puis le premier Harry Potter aussi qui est sorti à peu près dans les mêmes années. C'est ça, c'est les événements, mais à l'époque, c'était des... Écoute, il se passait tellement de choses au cinéma. C'était vraiment... On a connu encore l'époque où c'était vraiment l'art populaire par excellence. C'était encore le cinéma à l'époque. Ben, tu sais, attends, c'est Youssef Ijapour, l'auteur, qui disait qu'à l'époque, on comparait ça à une construction des cathédrales, surtout les premières années de cinéma où ça attirait des foules, tu sais. Mais c'est juste que c'est ça, justement, parce que je me rappelle, à l'été 2001, il y avait l'annonce, je suis allé voir Final Fantasy, puis un film d'animation, et on a vu les bandes annonces de Lord of the Rings. Écoute, on était accroupis sur notre chien, genre « Oh my God, ça a l'air incroyable ». Mais je vais revenir un peu sur Spider-Man, c'est que après la projection du film du troisième Jurassic Park, on était entre amis, puis c'est comme « Ah ouais, hey, Spider-Man, ça a l'air cool ». Tu sais, il y avait les petits frères de 10, on était des petits gars entre 10 et 14 ans, ça a l'air cool. Puis c'est la mère qui a dit « Ouais, puis en parlant de Jurassic Park 3, comment vous avez trouvé le film ?» Ah, ben, c'était sympathique, là, un bel exercice de style. Évidemment, on n'avait pas ce vocabulaire-là qu'on a aujourd'hui, mais tu sais, c'était comme... Ah, j'étais pas certain de comprendre les motivations du personnage principal. Ouais, c'est ça, tu sais. C'était trop ambigu. Exactement, mais c'est ça, c'est parce que la bande-annonce de Spider-Man nous avait marqué les esprits de la jeune génération, et le lendemain ou le jour même, tu sais, des millions de téléchargements sur Internet. Et c'était l'époque avant YouTube. Ouais. C'est ça, justement, ce point-là. C'était l'époque avant YouTube. Et justement, moi, je parlais de The Matrix, justement, qui a été aussi un film très révolutionnaire. C'était pas un film de super-héros, la continuité d'un film de super-héros. Puis tu vois vraiment, quand tu vois la bande-annonce, tu sais pas trop ce que c'est. Comme Morpheus le dit dans l'annonce, « You have to see it for yourself. » No one can be told what The Matrix is. You have to see it for yourself. Excellente stratégie de marketing pour aller voir le film. Puis, tu sais, quand on voit le film, c'est comme « Oh my God! » Je l'ai analysé au cégep dans un cours de cinéma hollywoodien. Ça suit exactement la recette de tous les autres films hollywoodiens, mais on s'entend que tout le simulacre, l'allégorie de la caverne, c'est un film... Les effets spéciaux étaient révolutionnaires à l'époque aussi. Hey, on capotait tout. Moi, je me rappelle, j'étais jeune, là, puis j'avais quoi, 10 ans, 11 ans à peine. Puis on avait tous des guns dans les mains, puis on était là à essayer de se mettre à l'envers quasiment, tu sais, mais c'était... C'est ça, c'est venu tellement nous chercher notre imaginaire. Fait que c'est vraiment intéressant. Je ne sais pas si c'est parce que c'est notre enfance aussi, peut-être qu'on dit ça, mais en même temps, je me dis non, parce que les choses ont tellement évolué depuis. Aujourd'hui, comme je dis, c'est rendu en ligne, c'est l'Internet, c'est ça. Fait que les choses se sont transformées vers un autre canal, mais au final, c'est juste que... Avant, c'était la télé, tu ouvrais la télé, tu voyais la bande-annonce. Ouais, c'est vrai. C'était je sais pas moi, le Canal 6, Indigo, tu voyais les bandes-annonces, tu pouvais, qu'est-ce qui allait arriver au cinéma, qu'est-ce qui allait sortir. Je pense que c'est surtout dans le futur, dans le fond, qu'on va savoir, quand on va pouvoir parler à des gens qui ont 15 ans, 20 ans moins que nous, savoir comment eux l'ont vécu à leur époque. Est-ce que ça leur aura fabriqué des souvenirs aussi forts que ce que nous, on a eu? Je pense que c'est ça la question. C'est là qu'on va le savoir. Là. Parce que vous avez sûrement vu la bande-annonce du 4e, The Matrix Resurrections. J'ai pas vu la bande-annonce. Moi, je suis pas particulièrement dans c'est là, mais ouais, je suis au courant qu'ils vont faire un 4e Matrix. Ouais. C'est parce que, j'en ai jasé avec Amé, puis des gars de notre âge, c'est comme, OK, ça a l'air, visuellement, ça a l'air splendide.
Mais c'est juste que, tu sais, le concept est très bon, tu sais, puis c'était une tune de, c'est-tu Jefferson Airplane, tu sais, qui parle, tu sais, one pill will make you smaller, the other will make you strong, quelque chose comme ça. Super concept, justement, avec la pilule rouge, la pilule bleue. Visuellement, ça a l'air splendide, mais tu sais, c'est difficile, tu sais, de dire, est-ce que ça va vraiment, entre guillemets, révolutionner? Puis tu sais, c'est juste que dit, pour nous, puis pour la plus jeune génération qui n'a peut-être pas vu le premier encore, tu sais, un garçon, une fille de 15-16 ans qui vont regarder ça puis qui vont dire, tu sais, oui, ça a l'air cool, mais tu sais, s'ils n'ont pas vu le premier, tu sais, il y a des affaires qu'ils vont peut-être moins comprendre. Fait que quand on parle de nostalgie aussi, tu sais, je sais qu'en 2014, il y a eu Teenage Mutant Ninja Turtle et il y a eu quelques années plus tard Power Rangers qui sont sortis. Je sais qu'il y a eu des émissions, on a grandi avec les émissions des années 80-90, mais quand j'ai regardé le Teen Mutant Ninja Turtle de 2014, c'était tout fait au CGI, puis je trouvais que c'était comme, s'il y avait quelque chose, je sais pas, si c'est parce que, moi, encore une fois, j'ai vécu avec les deux premiers films, fin 80, début 90, que je trouve ça bien le fun. Le CGI est un tueur d'enfance, mon gars, c'est assez épouvantable. Faites juste comparer, si vous voulez souffrir, bien entendu, là, vous n'êtes pas obligé, mais faites juste comparer la trilogie de The Hobbit avec la vieille trilogie Lord of the Rings. Quelle horreur, quelle horreur. Ouais, puis ça, c'est cool, ça. J'aime ça, comment tu l'amènes, parce que c'est comme de dire, tu sais, quelqu'un, comme tu dis aujourd'hui, un ado qui verrait le nouveau Matrix, nous, on va le voir en même temps que lui, mais à 30 ans, on a une trentaine d'années, toi, t'es un peu plus vieux, nous, on a 30. Mais tu sais, tu dis, on va pas avoir la même notion parce que nous, on a vu ce film-là quand on avait 10-13 ans. C'est le premier, l'original, mais lui, le jeune d'aujourd'hui, qui a 14-15 ans, il va arriver, il va voir ça, le premier original, puis il va peut-être capoter aussi, mais il capotera jamais autant au moment que c'est sorti. C'est comme moi qui adore le cinéma des années 70, je pourrais jamais savoir c'était quoi les années 70-80, malgré moi, je suis né en 91, fait que, tu sais, je peux pas, tu sais, c'était quoi de voir genre Texas Chainsaw Massacre quand c'est sorti? Il y en a sûrement des messieurs et des madames qui l'ont vu, puis c'était comme, man, c'était malade. Tu sais, The Exorcist, c'est le film qui revient le plus, qui a hanté tout le monde au Québec, surtout. Oui. Puis avec raison, mais nous, on l'a vu, puis on trippe à notre âge, mais on n'aura jamais le vécu et le bagage de nos parents qui ont vu ça ou nos tantes, nos oncles. Fait que ça, c'est... Je vais rebondir là-dessus parce que je trouve ça très intéressant. Tu vois, moi, ma mère, c'est quelque chose qui a fait quand même assez peur parce que mon père et ma mère ont vécu dans la peur de la religion et de la peur du diable. Ma mère, elle avait une affiche du diable à côté d'elle, genre à l'école. Là. Il a fallu que ma grand-mère, mette son chapeau puis qu'elle voit l'institutrice dire « T'enlèves de tout ça au plus sacrant ». Puis, tu sais, genre, mon père se faisait, si t'es pas gentil le soir, le diable va venir te chatouiller ou t'enlever les orteils, quelque chose comme ça. Fait ils ont vécu dans la peur du diable. Mais, cela dit, ma tante paternelle, la sœur de mon père, est allée avec des amis, elle a trouvé ça hilarant. Son frère, le frère de mon père, est allé voir tout seul. Il a dormi une semaine avec la lumière allumée dans sa chambre. Mais c'est ça. Moi, j'avais vu ça en 2011, je crois, 2012, quelque chose comme ça. J'étais, tu sais, dans le sous-sol, un moment donné chez nous, genre, en faisant du popcorn, genre, une présentation à TVA, tu sais, de l'Halloween, évidemment, le week-end de l'Halloween à 11h minuit. Puis j'avais vraiment trouvé ça écœurant, tu sais, dans la conception du film, le scénario, tu sais, très bien réalisé. C'est un film qui a des très belles qualités, mais moi, je suis quand même de ceux qui pensent que si on n'était pas à l'époque, on peut pas vraiment l'apprécier parce que c'est rendu, comme on dit, c'est rendu trop loin de nos valeurs maintenant. Moi, quand j'ai vu le film, être honnête, même si je reconnais des qualités, j'ai été déçu parce qu'on me l'a tellement vendu comme le film le plus terrifiant de tous les temps que puis comme je dis, je suis conscient que c'est essentiellement une question de contexte, en fait. On n'a pas grandi avec cette obsession-là, nous, de la religion, du diable, donc ça amène des visions un peu différentes. Mais, puis, tu sais, on parlait de Lord of the Rings. Moi, je me rappelle, tu sais, mais comme tu disais tantôt, tu sais, je voyais les spots à la télé, tu sais, j'avais vu, tu sais, les bandes-annonces, j'avais downloadé les bandes-annonces. Puis, tu sais, c'est sûr qu'il y a toujours, tu sais, est-ce que le film va être à la hauteur des attentes? Et je suis allé voir le film, là, j'étais comme... Je me rappelle, j'étais à la salle de bain, il y avait une femme dans la quarantaine, tu sais, il y avait une file d'attente à pu finir. Puis, jeune homme, c'est comment? Je dis, madame, c'est le meilleur film qui a jamais été fait. Écoute, je suis retourné dans la salle, là, après, puis j'étais comme... Mon ami, moi, j'ai dit, je pense que c'est un des meilleurs films que j'ai vu. Mon chum qui était avec moi à l'époque, il a dit, c'est le meilleur film que j'ai vu. Écoutez, tu sais, j'étais comme, encore une fois, j'en ai des frissons, là, tu sais, j'ai comme... C'est sûr que, tu sais, une fois que tu étudies en cinéma, tu l'analyses, tu sais, oui, tu vas reconnaître des structures, tu sais, mettons, de films hollywoodiennes, typiques, classiques, mais je trouvais que c'est encore l'effet nostalgie ou encore je trouvais que c'était un film, tu sais, j'ai lu le premier roman puis je trouvais que l'adaptation était excellente, là. Puis c'est ça l'affaire, tu sais, c'était comme aller voir ce film-là, puis
je vais aller plus loin dans la nostalgie. Tu sais, je trouve ça le fun de louer des films en 4K sur notre télévision, d'avoir Netflix. Mais je me rappelle, tu sais, quand tu es adolescent, tu sais, à l'époque du VHS, tu sais, même quand tu es petit, tu pognais ton bac, puis tu allais au centre vidéo, l'odeur de popcorn, puis tu allais dans la section films d'horreur, puis tu sais, des fois, tu n'avais pas toujours l'âge, puis tu sais, un petit peu, tu sais, tant que tu n'allais pas dans la section, dans le fond, ouais, avec où il y un avait rideau, des portes, celle-là était à part. où il y avait des portes, puis il y avait des monsieur louches qui sortaient. J'ai jamais su qu'est-ce qu'il y avait dans cette section-là, moi. Je me pose encore la question aujourd'hui. Encore un mystère. Ouais, puis tu sais, c'est cool parce que c'est vrai que c'est ça, c'est comme on reflète, c'est ça, cette nostalgie-là, mais c'est vrai que louer, tu sais, c'est ça, c'est avoir la copie physique, c'était différent. Puis en plus, tu louais en fonction de l'image. Tu sais, moi, je me rappelle très bien d'être au vidéoclub avec mon ami, puis dire, tu sais, on connaissait rien dans les films qu'on voyait aux presses, à part des trucs. Non, parce qu'avant YouTube, connus, justement, tu pouvais pas aller checker la bande-annonce avant. Tu n'avais pas IMDb pour t'expliquer l'intrigue. C'est comme tout ce que tu avais, c'était t'avais l'image, tu sais, avec un pseudo-synopsis en arrière qui était plus une accroche publicitaire qu'un vrai synopsis, finalement. Puis des fois, l'affiche était écœurante, mais le film était vraiment mauvais. Mais puis vice-versa, des fois, l'affiche était vraiment ordinaire, mais le film était malade. Fait que tu sais, tu t'amusais avec ça. Ça, ou c'était à la télé, carrément. C'était à la télé. Tu sais, on t'ouvrait la télé, puis oups, tu tombais sur de quoi, puis c'était ça. Puis moi, je me rappelle très bien d'avoir loué des films au Canal 6, l'Indigo. Moi, tu sais, en tout cas, les gens de ma génération avec le poste 12, là, les ventes, genre, c'est malade, là. Genre, le Kijiji, c'était le poste 12, là. Le monde vendait des trucs, genre, en tout cas, c'est... Mais c'est le fun, ça, parce que ça reflète comment on a grandi. Fait que c'est ça, tu sais, chaque époque, chaque personne vient d'une génération, fait que si tu te rattaches à ces moments-là. Ben, c'est parce que, tu sais, on parle d'affiche du film. Moi, je me rappelle, il y avait un film d'horreur, tu sais, c'était vraiment pas tant un poster, c'était genre une affiche quasiment, je pense, quasiment faite en 3D. Tout ce que tu voyais, c'était genre, mettons, le bord d'une route d'une forêt, une voiture perdue, puis tu voyais juste genre une main démoniaque, tu sais, avec des griffes de monstre qui arrachait un truc, il y avait un truc un arbre, là, un arbre, là, voyons, la couche d'un arbre, là, comment on appelle ça? L'écorce? Une écorce, voyons, excusez. Maîtrise en cinéma, j'arrive pas à trouver. Qu'il y avait juste un morceau la peau de l'arbre. La peau de l'arbre, là, tu sais, le truc, là, en tout cas. L'écorce, merci. Tu sais, il y avait un morceau d'écorce dans les mains, puis ça m'avait terrifié. Je n'ai même pas regardé le film. Tu sais, il y avait c'est ça, justement, où, tu sais, dans la section film d'horreur, les monstres me faisaient tellement peur. Fait tu sais, je trouve que c'est ça, encore une fois, c'est pas une nostalgie de vivre dans le passé, mais c'est juste que, tu sais, aujourd'hui, c'est vrai que tu peux aller sur YouTube, mais tu sais, mettons, un jeune de 15 ans, tu sais, quand Avengers Endgame est sorti, la bande-annonce, tu sais, tu peux la regarder. Puis là, tu sais, mettons, t'as quelques petits teasers pour mettre l'eau en bouche, mais tu sais, encore une fois, tu parlais de Star Wars tantôt, Félix, tu sais, t'avais quelques pré-bandes-annonces qu'on appelait des teasers, et le meilleur, ça sortait en décembre 2001. Tout ce que tu voyais, c'était le respire de Darth Vader, puis des images, pratiquement sans aucune musique. T'as un combat de sable laser là, d'une demi-seconde, mais je trouvais que c'était un des meilleurs teasers qui a été fait, selon moi. Fait que ça donnait juste l'eau à la bouche. Après, t'en avais un autre, 1 ou 2 mois plus tard, qui sortait, puis jusqu'à la bande-annonce finale. Mais tu sais, ça te mettait en bouche, t'étais comme « Oh my God, que ça a l'air cool! » C'est qu'aujourd'hui aussi, le fait qu'on est soumis à tellement d'images avec Internet, ça fait en sorte que ça perd de son caractère sacré un peu. À l'époque, je veux dire, oui, t'avais la télé, d'accord, mais la télé, je veux dire, c'était avant la télé où il y a à la carte où il y a une infinité de postes, c'était complètement différent. Ouais. Puis pour voir des images vraiment, vraiment impressionnantes, c'était au cinéma que ça se passait. Ouais. D'ailleurs, à la télévision, c'est une chose, mais c'était très répétitif. Tu sais, dans le sens, tu voyais toujours la même affaire, puis c'est encore de même aujourd'hui, tandis qu'aujourd'hui, tu vois pas toujours les mêmes affaires. Tu peux revoir 1 ou 2 fois maximum, mais tu vas toujours voir du nouveau contenu popper chaque jour. Mm-hmm. Fait que c'est ton cerveau, il emmagasine tellement d'affaires, tandis qu'avant, c'était, je veux dire, tu pouvais voir la bande-annonce 12 fois dans la semaine, fait que tu l'avais dans la tête, là, à un moment donné, la bande-annonce, tu sais. Est-ce que c'est pas blasant aussi, justement, à force d'en voir tellement, est-ce que ça perd pas justement ce côté-là qui était très émotif parce que justement, il y avait quelque chose d'unique un peu là-dedans? Ouais. Mais moi, j'ai mon meilleur ami qui est photographe, il dit genre, moi, je veux pas voir de bande-annonce parce qu'il est fan de Marvel puis de DC, là, tous ces films de super-héros. Il dit, moi, je regarde pas les bandes-annonces, là, je trouve que... Parce que c'est vrai que ça perd de la magie en quelque part, parce que des fois, dans les bandes annonces, on en met tellement, que c'est comme, OK, tu sais ce qui va arriver. Ouais.
3 minutes, genre. 3 minutes, fait que c'est long, comme, OK, là. c'est trop long. Puis c'est ça, justement, mettons, tu voyais la bande-annonce à la télé, même pour les, tu sais, mettons, je me rappelle, même pour les jeux vidéo, des fois, tu avais des pop-up de bande-annonce, tu sais, c'était comme, OK, ça te mettait l'eau en bouche, mais c'est justement ça. Mais c'est parce que aussi, tu sais, quand la société évolue, change, c'est que, tu sais, avec notre téléphone, avec tout, tu sais, on a tout cuit dans le bec. C'est que là, tu sais, le film sortait au cinéma, tu attendais 4, 5, 6 mois avant qu'il sorte en VHS pour que tu puisses aller le chercher. À l'époque, c'était interminable entre la sortie en salle puis la sortie VHS. C'était comme tu avais le temps d'oublier le film. Tu le louais parce que tu te rappelais plus de ce qui se passait dedans. Puis c'est exactement ça, parce que c'est comme que, tu sais, mais il y avait la patience aussi, tu sais, je veux dire, ça n'a pas rapport avec le cinéma, mais c'est comme écrire une lettre à quelqu'un, tu sais, qui était lointain, OK? Là, tu peux avoir un ami au Texas, tu sais je sais pas c'est quoi les fuseaux horaires au Texas en ce moment, mais tu sais, tu veux écrire à ton ami, tu lui écris tout de suite, même si tu n'es pas dans des fuseaux horaires, il va t'écrire comme ça. Le différé, il n'est pas long. C'est ça, le différé n'est pas long. Ou, tu sais, peu importe, c'est que il y avait une certaine patience aussi avec toute chose. Mais c'est ça. Fait avec le cinéma, ben, on avait la patience. Puis même, tu allais voir des films au cinéma, tu voyais plein de bandes annonces, puis là, c'est comme, wow, ça te restait dans la tête. Fait c'est ça, tu sais, aujourd'hui, il y a YouTube, il y a toutes les affiches, tu peux aller sur des sites pour voir les sites promotionnels du film, fait que, tu sais, tu peux t'informer, ce qui n'est pas toujours une mauvaise chose, mais c'est vrai que des fois, tu sais, avant, il y avait la patience, tu sais, d'attendre pour les choses. Ouais, parce que ça devient comme psychologique, hein, c'est fou, pareil, c'est parce que, tu sais, c'est du marketing, oui, mais c'est psychologique parce que du marketing, c'est psychologique. Absolument. Tu sais, du marketing, c'est pas juste, tu fais des belles images, tu fais des images. Parce que tu as un arrière-pensée en arrière, il faut que ça soit de temps, il faut que ça réponde à ça, à tel public, il faut que ça parle à eux, à elle. Fait que tu sais, c'est intéressant cet aspect-là. Puis ça évolue avec le temps. Aujourd'hui, tu as les affaires VR, autant dans le cinéma, dans les jeux vidéo, que tu vas essayer d'aller rechercher une sensation du vrai. C'est juste que moi, je vais être honnête, là, maintenant, il y a beaucoup de films que j'attends, des films indépendants, que ça, j'ai hâte de voir. Mais on dirait que les gros films à spectacle, on dirait que c'est drôle à dire, mais depuis Lord of the Rings, on dirait que j'ai pas eu de film qui m'a autant, je dirais, excité, que j'étais comme, j'avais un hype incroyable pour voir un film à grand spectacle comme ça. Parce que je vois des bandes annonces, c'est que oui, ça a l'air épique. Mais sinon, c'est des séries, puis c'est comme, qui sont bonnes. Mais on dirait que j'ai pas le même sentiment de « Oh my God! » D'après toi, est-ce que c'est dû au fait que les blockbusters actuels sont moins bons que les blockbusters d'avant? Ou est-ce que c'est dû ou c'est aussi ça peut être tout simplement une question de maturité aussi? Là. Ça peut être une question aussi de maturité. On peut pas triper sur les mêmes films à 12 ans c'est vrai, tout à fait. Je crois que c'est les deux. Je crois que les blockbusters sont moins intéressants. Mettons, quand je me rappelle, je suis allé voir Avengers Endgame, que j'ai beaucoup aimé. Je veux dire, excusez pour le spoiler, là, ceux qui n'ont pas vu le film, arrêtez d'écouter. Hey. Quand, mettons, tu as les portails qui ouvrent, puis que les bons, genre les Avengers sortent tout, puis qui sont pour combattre le méchant Thanos. Tu as la musique, puis tu as Captain America, Avengers, Assemble. Puis là, les deux armées se rentrent dedans. Oui, les chorégraphies de combat sont intéressantes, mais tu le sais que, tu le sais que c'est les Avengers qui vont gagner en quelque part. La bonne morale américaine, là, on en parlait un peu. Là, je le verrai plus, là, tu viens de me donner le punch. Je te donner le punch. Non, mais moi, j'étais convaincu qu'à la fin, des terroristes gagnaient. C'est pas des terroristes, mais c'est l'équivalent d'eux, si j'ai bien compris. L'étranger. La figure de l'autre. Moi, j'étais sûr que c'est eux qui l'ennemi. J'étais sûr que c'est eux qui gagnaient à la fin. Mais c'est ça, question de maturité. Aujourd'hui, je vais être plus intéressé, par exemple, d'un film de, mettons, par exemple, Gaspar Noé, ou le Robert Eggers qui a réalisé The Witch et l'excellent The Lighthouse. Ça, je suis plus intéressé de voir ces films à lui, parce que justement, j'ai pris de la maturité. Puis, à déconseiller pour les gens de 12 ans quand même. Les gens de 12 ans et moins, même 18 ans et moins, Gaspard Noé, je le conseille pas. Même 40 ans et moins, ça fait mal. 40 ans et moins, ça fait mal. Ah ouais, c'est quelque chose. Peut-être que dans 10 ans, je serai capable de regarder du Gaspard Noé. Mais
On parle de ça, justement, tu sais, quand on parlait de festival, tu sais, justement, Gaspard Noé, c'est intéressant d'aller voir ça en festival parce que c'est justement ces genres de, tu sais, Climax qu'on est allé voir. Climax, on avait vu Climax au FNC. Ouais, c'est incroyable. À l'Impérial, une salle pleine à craquer avec les bénévoles au début du film qui nous disaient « S'il vous plaît, s'il y a des places à côté de vous, il y a encore une file de monde qui attendent. Pouvez-vous, s'il vous plaît, réussir? » Non, quand on parle d'événements, là, évidemment, bon... Événement moins grand public, Gaspard Noé, c'est quand même du cinéma d'auteur, mais dans la clique des cinéphiles montréalais, c'était un événement. C'est un événement. Il y a plein, mettons, évidemment, le film de Michael Haneke, je me rappelle, à FNC 2009, dernière minute, il avait annoncé qu'il montrait le ruban blanc. Le ruban blanc. Oh, j'ai pas réussi à avoir de billets. J'ai essayé d'en acheter. Clic. Les billets étaient partis, évidemment. Mais c'est ça. C'est une autre sorte de... Puis je veux dire... il y a eu le confinement, puis je verrais pas ce genre de film-là devant mon écran d'ordinateur, justement pour la première. Je trouve ça vraiment fort intéressant, justement qu'il y ait des festivals pour qu'on puisse se rassembler, vivre cette expérience de film-là qui est autant brutale, une expérience brutale. Je dis Gaspard Noé, mais n'importe quel autre cinéaste d'auteur de la même trempe. Un cinéaste d'auteur, un ou une cinéaste, on va voir ce film-là. On est un public averti, on sait c'est quel genre de cinéma on va aller voir, on sort de là, on discute, puis c'est ça qui est fort passionnant. Puis c'est le fun de le préciser, parce que cinéma, à la base, ça vient d'où? Ça vient du cinématographe des Frères Lumière. Puis qu'est-ce qu'ils ont amené des Frères Lumière? Ils ont amené un projecteur. L'idée des Frères Lumière, c'était de montrer le cinéma, parce que des appareils de captation de mouvement, de reproduction de mouvement, ça existait avant eux, je veux dire. Edison avait son kinétoscope. Tu pouvais regarder des petits films dans une espèce de genre de machine. Tu avais une lunette, puis tu regardais le film là-dedans. Mais le cinéma, le cinématographe, c'est une projection en salle. C'est ça, le cinéma. Ouais. Et puis, malheureusement, il semble que, on n'est pas aveugle. On voit bien que c'est plus comme ça que la majorité des gens le consomment. Même si c'est rendu qu'à cette heure, on commet des hérésies suprêmes comme de sortir le film en salle et en VOD en même temps, le même jour. Ça, c'est des choses qui auraient été impensables avant. Là. Écoute, Amir puis moi, il y a 2 semaines, on est allé chez Archambault là, pour les films, et je l'ai averti, attache-toi bien là, avec la broche, il n'y a plus de films. Tu l'as averti avant? J'étais comme, là moi, j'étais allé au début de l'été, mon pote, puis j'étais comme, voyons donc, j'ai demandé à vendeur. Ça peut te faire mal? J'étais comme, il doit en rester. Non, puis j'ai dit, excusez, à cause de la pandémie, il y a pratiquement plus de films. Puis c'est comme, wow, même Amir en revenait pas, puis j'étais comme, Et on a croisé en 45 minutes, je pense, dans la section. On a croisé 2 personnes à peine. Ils sont restés 5-10 minutes. Ils sont partis. Moi, je capotais. Je disais, OK, mais c'est une journée pluvieuse. C'est un dimanche. Je dis, il va y avoir du monde. Puis, jadis, là, on s'entend, là, l'Archambault-Coinberry, là, il y a une dizaine d'années, là, c'était plein. Là. Dans le temps que ceux qui sont allés, il y a une couple d'années qui le connaissent, le magasin, là, en face du métro Berry, là, je veux dire, il était en bas les films là, dans le sous-sol, puis c'était plein à craquer. Il y avait tout le temps plein d'étagères partout. C'était écœurant. Puis là, wow, t'arrives, il n'y a presque plus rien, il n'y a pas de monde. Tu te dis, wow, on en est là, tu sais, c'est quand même triste. Quand même. Mais je sais pas si, tu sais, mettons, justement, tu sais, il y a beaucoup de résurgence, tu sais, il y a eu Stranger Things, il y a eu beaucoup de choses, tu sais, le premier film de 2017, tu sais, des choses qui se passent dans les années 80. C'est pas le premier hit, ça. Il y en avait eu un autre Il y en avait eu un autre dans les années 90, mais celui dans les années 90 se passait au début 60, dans les années 60, mais... Tu sais, 24 images avait fait un article justement là-dessus. Je ne sais pas si c'était le sujet spécifique, mais tu sais, autant dans la mise en scène que dans des films qui se passent durant les années 80. Pourquoi une résurgence dans les années 80? Est-ce que dans 10 ans, ça va être les années 90? Puis après, tu sais, 2000? C'est que ceux qui étaient enfants dans les années 80 sont rendus en âge de faire des films. Faire des films, exactement. Mais est-ce que c'est parce que, tu sais, cette époque-là, tu sais, Nostalgie, c'est toujours la nostalgie, puis est-ce qu'on va faire un film sur notre enfant les années 90, encore une fois l'aspect nostalgique, pourquoi faire ça dans les années 80 spécifiquement, c'est à cause du contexte politique qui était plus, mettons Stranger Things, pardon. Stranger Things. Les choses étranges des frères Duffer. Je trouve que
c'est une excellente série. Puis, OK, les années 80, tu sais, la guerre froide, tu sais, les Russes. Ouais. C'est vrai que passé les années 90, il y a comme toute une période entre la chute du mur de Berlin, la fin de l'Union soviétique, et on va dire peut-être avec le 11 septembre 2001, il y a comme toute une période de l'histoire qui est comme une espèce de flottement. Ouais, Parce qu'il se passe pas grand-chose parce que c'est l'hégémonie américaine. Puis nous, ben, c'est notre jeunesse, c'est ça qui est fou. Parce qu'on est on nés a en grandi- plein là, nous autres. On a grandi dans le néant, donc on allait au club vidéo. C'est ça. Nous autres, Exactement. moi, tu sais, mais c'est cool parce que c'est vrai que le cinéma, c'est ça. Le cinéma, c'est l'inspiration. Puis tout le monde s'inspire de tout. Là. C'est ça qui est cool. Fait que tu t'inspires de quoi? De ce qui est fait avant toi, parce que c'est ce que tu consommes. Puis là, plus tard, ça va être toi qui vas recréer. Puis tu vas en inspirer d'autres. Puis c'est une chaîne. C'est un cycle. Ben, moi, tu vois, j'ai écrit un court-métrage dont la protagoniste, elle a 22 ans. Puis, on dirait que j'en ai parlé à mon producteur du film, puis j'étais comme, on le campe-tu, tu sais, dans les années 2005-2010? Ben, soit dit en passant, le sujet, c'est dans un camp de vacances, c'est une jeune femme de 22 ans qui a une relation avec un petit gars de 15 ans. C'est basé, évidemment, tu disais, on s'inspire de tout sur une histoire vraie que quelqu'un m'a racontée. Puis après ça, j'ai demandé à beaucoup de filles plus jeunes que nous, de nos amis qu'on a en commun, les gars, tu sais, de savoir, tu sais, quand tu avais 22 ans, tu sais, qu'est-ce que tu écoutais comme musique? Parce que, tu sais, moi, à 22 ans, tu sais, mettons, j'écoutais la musique des années 80-90. Tu sais, étant plus jeune au cégep, on allait au Café Campus, années 80, premier samedi du bois, années 80. Fait que, c'est ça, tu sais, qu'est-ce que... Tu sais, je disais, genre, quand tu avais... Non, tu sais, aussi, quand tu étais adolescente, tu sais, quand tu avais 22 ans, qu'est-ce que tu écoutais comme musique? Puis c'est comme, OK, tu sais, là, j'ai posé plusieurs questions parce que, justement, tu sais, je me fie à moi. Quand j'avais 22 ans, tu sais, il y avait certains groupes que j'écoutais, évidemment, mais c'est comme, qu'est-ce qu'une fille de 22 ans dans les années... début des années 2000, ça écoutait? Puis... encore une fois, moi, j'ai campé mon histoire. Ben, tu sais, moi, un des thèmes que j'aime beaucoup, c'est surtout la jeunesse, mais ce que j'aime beaucoup dans le cinéma, c'est les coming of age. Tu sais, Call Me By Your Name, Boyhood, 8th Grade, tu sais, c'est beaucoup, tu sais, je pourrais en nommer d'autres, là, parce qu'il y en a eu beaucoup. Perks of Being a Wallflower. Juste qu'on parle, tu parles de coming of age, on parle de films, dans le fond, qui sont des sortes de récits initiatiques. Exactement. Tu sais, en français, ils disent ça, ils traduisent ça par récit d'apprentissage. Tu sais, justement, tu sais. Est-ce que, encore une fois, tu sais, hashtag nostalgie, je pense qu'on va dire ça, là, c'est justement, tu sais, mettons, Call Me By Your Name, tu sais, il y en a qui disent, tu sais, un film queer, ben, je pense que tout le monde peut se reconnaître dans ce film-là, tu sais, autant hétéro que LGBT, queer, name it, c'est que ça doit être une histoire d'amour entre deux gars, mais tu sais, c'est bucolique, ça se passe durant un été, tu sais, c'est... Tu sais, je sais pas, tu sais, toi aussi, est-ce que, mettons, à 16-17 ans, quand tu travaillais dans un camp de jour, tu es tombé en amour, tu sais, c'était une jeunesse, tu sais, qui était le fun, tes années formatrices, tu sais, c'est l'année où tu as eu le plus d'impact, tu sais, tous tes sens sont exponentiels, tout exponentiel à 1000 quand tu as 15 puis 17, 18 ans, fait que ce n'est pas assez charnière. Puis aux États-Unis, ça a été très populaire. Ça l'est encore. Même c'est fou parce que moi, tu parles à chaque fois que ça, c'est une autre force du cinéma, ça imprime des images dans notre tête. Tu sais, tu parles de camp de jour depuis tantôt, puis moi, tout ce qui me vient en tête, c'est les slashers. C'est le thème principal, je veux dire. Camp de vacances, c'est genre, je vois juste Jason, je vois. C'est aussi un récit initiatique, mais plus violent. C'est ça, c'est ça. C'est pas le même genre de. Dans le sens, pas le même genre d'initiation. Plus ancré là, dans l'horreur, mais tout ça. Pas tout le monde qui survit. Non, vraiment pas. Eux autres, ils n'ont pas le temps de vivre la nostalgie, vraiment. Mais tout ça pour dire, tu sais, le cinéma, ça imprime quelque chose en nous, puis après, tu essaies de le reformuler à ta manière, mais on revient toujours au passé. Ben, il y avait Walter Salles qui avait réalisé On the Road de Jack Kerouac en 2012. Puis il y avait les protagonistes choisis, Kristen Stewart, il jouait bien, il rendait bien à l'écran, surtout les deux ans. Attends, c'est Sam Riley qui est un Britannique, puis je me rappelle plus le nom de l'acteur américain, mais tu sais, il rendait bien à l'écran. Moi, je l'avais lu au cégep. Puis c'est juste que tu sais, t'as comme le gars qui joue un gars de la Louisiane, fait qu'il essaie de, tu vois, qui parle québécois un peu à sa mère. Il rend bien, mais c'est que tu avais la critique du film disant que est-ce que c'est plus un film nostalgique, tu sais, on est plus nostalgique de cette époque-là plutôt que de la vivre. Puis j'étais d'accord.
Parce que, tu sais, c'est sûr que, tu sais, il faut toujours que tu fasses des choix scénaristiques pour... parce qu'au départ, dans les années 90, c'était Francis Ford Coppola qui voulait le faire, avec évidemment Winona Ryder, mais Ethan Hawke et Brad Pitt. Et ça aurait été incroyable, ce couple d'hommes-là, entre guillemets, là, tu sais, pour faire les Dean Moriarty, puis ça aurait été, my God, incroyable. C'est un énorme classique de la littérature américaine. Classique de la littérature. Puis c'est comme, hey, Ethan Hawke, tu sais, puis Brad Pitt dans les rôles principaux, ça aurait été absolument incroyable. Mais c'est ça l'affaire, tu sais. Puis tu as aussi le plus récent Fear Street sur Netflix. Encore une fois, tu sais, un slasher. Le deuxième se passe en 78 dans un camp de vacances. Ouais. Et le troisième en 1666. Mais pour les gens du public, je vous invite à regarder pour savoir le contexte. Là. Je ne veux pas spoiler, mais tu sais, c'est bien fait. Les personnages sont attachants. C'est juste que, je ne sais pas, encore une fois, tu sais, 94... OK, mais c'est comme, tu sais, encore une fois, l'effet de nostalgie. Est-ce que, tu sais, on fait ça parce qu'on est plus nostalgique ou, tu sais, vraiment plutôt que de rendre hommage à l'époque ou, tu sais, encore une fois, tu sais, moi, je dirais que personnellement, j'ai pas trouvé que c'est un slasher qui réinventait la roue. C'est pas forcément mauvais, mais j'ai pas fait genre, oh my God, tu sais. Il y a des personnages LGBT, je trouvais que c'était bien rendu. J'étais comme, il y a un bon punch, puis c'est comme, ah, OK, c'est bien amené, tu sais, ça, OK. Ils sont bien représentés. Mais le film en tant que tel, je suis comme, les trois films, je sais pas à quel point ça réinvente la roue. C'est des slashers. Mm-hmm. Oui, quand c'est dans des genres qui sont très codifiés aussi, ça devient difficile au bout d'un moment d'amener du sang neuf, là. Ouais. Sans mauvais jeu de mots. Ouais. Parce que je le répète, au Panoramique Podcast, des jeux de mots poches, il va en avoir des bons des fois, des mauvais des fois. Ouais, c'est pour ça que j'apprécierais que vous ne mettiez pas trop d'emphase sur celui-là quand même. Là. Je veux dire, je me sens déjà un peu mal de l'avoir. Je vais monter le son à post-prod, tu peux être sûr. OK, bon. On est rendu dans la trentaine, fait que c'est correct de faire des jokes, des jeux de mots plates, ouais, des jokes de papa, genre pas vulgaire. Ça fait partie des attributions de la trentaine. Ah oui, puis dans 20 ans, mais qu'on les revoit, on va dire on était-tu niaiseux, mais on va aimer ça pourquoi? Parce qu'on aime la nostalgie. La nostalgie. Ah oui, la nostalgie. C'est bien quétaine. Bon, écoute, le temps file, mon cher LP. Fait que, écoute, pour toi, qu'est-ce qui s'en vient pour toi là, dans les prochains temps? Sur quoi travailles-tu en ce moment? Moi, en ce moment, je suis en train de développer un documentaire sur les cascadeurs. Okay. Mettons, tout ce qui est blessure, commotion cérébrale, là, c'est quelque chose qui doit être mis au jour. Là. Au goût du jour. Et sinon, je travaille mon court-métrage, justement, que je suis en train d'écrire, là, que je ne sais pas si c'est moi qui vais réaliser, là, mais j'aimerais ça le tout. Je ne sais pas s'il va le tourner en 2022, mais j'aimerais ça le tourner éventuellement, là, avoir la chance de le tourner. Sinon, je suis en train de développer un documentaire sur l'art identitaire à travers la danse africaine avec un danseur qui s'appelle Ali Dedka. C'est un gars que j'ai rencontré sur Internet, mais qui est vraiment un danseur super. Là. C'est un chorégraphe incroyable. Donc, je te dirais que c'est pas mal ça. Bon, fait que tu vas être assez occupé. C'est déjà quand même pas si mal. On voit que, oui. écoute, je te souhaite d'aller jusqu'au bout de ces projets-là. Puis d'ailleurs, j'ai hâte de les voir. Donc, parfait. Merci de m'avoir invité, les gars. Merci à toi. C'est vraiment merci d'être venu. C'était cool. Ouais, all right. Tu reviendras, on n'est pas sorteux. Parfait. À bientôt, mon cher. À bientôt, messieurs. Ciao, LP. Ciao. Eh bien, maintenant, c'est l'heure des chroniques. Et donc, déjà, je te cède la parole, Amir. Chronique plan de la semaine. Qu'est-ce que tu nous as préparé? Eh oui, moi, je suis allé avec un film que j'aime beaucoup, que j'ai vu souvent. Je l'ai vu au moins 4-5 fois, ce film-là, depuis les années. Je trouve tellement ça intéressant comme film, le choix des personnages, l'histoire, tout ça. Je trouve que c'est bien amené. Et donc, j'ai choisi Léon le professionnel, 1994, réalisé par Luc Besson. Luc Besson qui a une carrière quand même qui est un Français, pour ceux qui ne le savent pas. Et donc, un réalisateur français, beaucoup de talent. Et puis, il a une grosse carrière, une grande carrière américaine. Il y a quand même des films à Hollywood et tout. Et puis, notamment Léon, c'est ça. Ça se passe aussi à New York, notamment. Et puis, j'aime beaucoup, en fait, ce film-là. Déjà, première des choses à savoir, avant de vous décrire, bien sûr, le plan en question que j'ai choisi, c'est un film avec Natalie Portman. Donc, Natalie Portman, qui était très jeune à l'époque, c'est son premier film. C'est le premier film dans lequel c'est son on le tout voit. premier. Ouais. Je me rappelle qu'elle était très jeune. J'ai vu ce film-là il y a longtemps, Ouais, mais c'est son tout premier. Ouais, elle avait 13 ans. Fait que, je sais pas si tu as vu le film, toi, Félix? Je l'ai vu, mais comme je te dis, ça fait longtemps. OK, c'est ça. Ouais, c'est ça. OK. Puis écoute, tu sais, c'est déjà, cette fille-là était destinée à être actrice. Tu sais, on le sent dans ce film-là. Elle avait la gueule de l'emploi, elle était vraiment bonne, elle en avait dedans.
Non, vraiment, là, elle avait... tu sais, non, elle livrait la marchandise, là, la petite, à l'époque. Là. Et puis Jean Reno, qui est un autre acteur qu'on connaît bien. Un monstre du cinéma français. Oui, puis excellent aussi, un excellent personnage. Et donc, en gros, juste rapidement, c'est l'histoire d'une petite fille qui est incarnée par, qui s'appelle Mathilde, qui est incarnée par Portman. Et puis, un jour, dans son bloc appartement, elle est victime, en fait, sa famille se fait tuer, littéralement, dans l'appartement. C'est son petit frère, la mère, le père, parce que le père, c'est un gars qui vend de la dope et il doit de l'argent à un fou, genre. Et le fou, ça donne à être Gary Oldman. Gary Oldman, qui est un genre de flic corrompu de New York. Puis il y a des deals qui se passent avec le gars, puis en tout cas, ça a mal fonctionné. Puis là, ben, lui, il arrive avec ses sbires et là, il massacre la famille. Et puis Gary Oldman, qui me fait rire dans ce film-là, parce qu'il est tellement sur le crack, c'est débile. Là, genre, le gars, il est plus là pantoute. Là. Alors, je ne vais même pas vous le décrire, je veux que vous le découvriez, c'est malade. Là. Donc, un excellent moyen de montrer Gary Oldman dans ce film-là, sur le crack. Et puis, également, et c'est ça. Puis là, suite à ça, la petite, bien évidemment, devient orpheline. Et là, elle tombe chez le voisin, qui lui est un tueur à gages. Donc, le personnage de Jean Reno, Léon. Et puis lui, évidemment, sa profession fait que la violence est habitué à ça et c'est lui qui mène les contrats généralement. Alors lui, c'est pas quelque chose qui... Il sait comment maîtriser les situations, donc il va... D'où le titre, le professionnel. Exactement. Et puis, donc, il va prendre sous son aile la petite Mathilde, un peu contre son gré, parce qu'au début, il est comme pas sûr. Il est là, tu sais, c'est un tueur à gages qui est très solitaire, qui est dans son monde à lui, évidemment, en plus, avec la profession qu'il fait. Et là, finalement, il décide de prendre la petite sous son aile, parce qu'elle a fini par le convaincre, parce que lui, au début, il veut pas, mais après, elle veut comme apprendre à devenir comme lui pour se venger, évidemment, sur les gens qui ont fait ça à sa famille. Donc, le père de substitution, finalement. Exactement, c'est un peu ça. Mais c'est ça qui est intéressant, en fait, dans Léon, c'est que plus le film avance, plus on se rend compte qu'il y a ça, père de substitution, mais aussi, il y a comme tout le concept un petit peu de l'inceste, parce que là, c'est comme si elle tombait tranquillement amoureuse de lui, mais là, c'est comme un avenue qui ne peut pas se faire. Fait qu'il y a tout un peu d'une petite ambiguïté des fois au travers le film, mais qui finit toujours par se transformer un peu par amour, mais amour père-fille plus. Mais c'est carrément des inconnus au début, tu sais. Mais en tout cas, bref, il essaye, lui, du mieux qu'il peut, de lui enseigner son art, qui est de tuer des gens. Mais lui montre que c'est pas... Tu sais, il y a des règles, des codes à suivre qui sont très, 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 très stricts. Donc, pour une petite femme de 13 ans, on s'entend que c'est pas... Tu sais, c'est pas de quoi qui... Mais elle veut parce qu'elle a un but dans sa tête et c'est de venger sa famille qui a été massacrée. Et donc, le plan que je vais vous mettre à l'écran, ça montre en fait les deux personnages qui sont dans une rue à New York. Un plan que je trouve magnifique. D'ailleurs, quand ça arrive, là, vous allez voir, là, on voit un petit peu la lumière, là, qui est une lumière, là, je veux dire, de rue. Là, donc, on la voit un petit peu en jaune, en background, mais vous allez voir la scène au début, quand les personnages arrivent avant ce moment-là, quand on les voit face à face, c'est qu'ils marchent vers la caméra. Et puis, en marchant vers la caméra, on se rend compte qu'il y a justement la lumière qui est comme le panneau qui est là, puis on a l'impression qu'il est en avant-plan, mais tranquillement, les personnages arrivent et là, on comprend que le panneau est comme en arrière-plan. Fait qu'il y a tout un jeu du focus, puis des jeux d'avant-plan et d'arrière-plan, puis ça, j'ai trouvé ça super maîtrisé, puis je trouve que le plan est magnifique. Et c'est un moment vraiment drôle en même temps dans le film. Parce qu'une scène avant, Mathilde, la petite, elle commence à tirer du gun. Elle tire du gun dans l'appartement parce qu'elle veut montrer son point à Léon. Puis elle dit, moi, je suis game de faire des affaires. Puis je vais te le montrer que je suis game. Et là, prend l'arme de Léon qui traîne, je sais pas où, sur la table, peu importe. Et là, elle se met à tirer 4-5 shots. Et là, arrive ce moment-là, le plan que je vous montre. Et là, lui, il est en train de la gronder, de dire, Mathilde, je veux plus jamais que tu fasses ça. Parce qu'il y a des codes. Il y a des codes, il y a des règles très strictes à suivre, puis je veux plus jamais que tu fasses ça. Puis là, elle est comme, OK. Mais là, elle n'arrête pas de dire OK tout le temps, OK. Puis là, il pogne les nerfs, tu sais. Jean Reno pogne les nerfs, et là, il est là. Hey, arrête de dire OK, OK. Puis là, il est comme, OK. Fait que, tu sais, c'est vraiment drôle, tu sais. Il y a tout cet aspect-là. Puis j'aime ce plan-là, pourquoi? Parce que c'est un film, justement... On suit deux personnages, on suit les deux, puis c'est deux points de vue complètement différents. T'sais, on s'entend une petite fille de 13 ans, puis un homme de sûrement une quarantaine d'années ou 50 ans maximum, tueur à gages. Fait que je trouve le scénario vraiment le fun. Je trouve que c'est une bonne idée d'avoir mixé ça.
Je crois en tout cas que ça donne quelque chose de très fort dans les thèmes. Et puis, non, vraiment, j'ai l'impression que ça n'aurait pas pu être mieux que ces deux acteurs-là, la combinaison des deux. Et puis, non, c'est le plan, j'aime beaucoup le plan. On est à New York, puis on sait qu'à New York, c'est quand même une ville à l'époque qui était corrompue. Les policiers étaient corrompus, etc. Donc, je vous parlais tantôt du personnage de Gary Oldman. C'est vraiment... Il y a tout le thème de l'amour, de la vengeance, de la solitude, etc. Puis c'est le fun parce que les deux personnages apprendre l'un de l'autre et puis ils sont capables de se donner des valeurs, tu sais. Donc, lui, par exemple, le personnage de Jean Reno va apprendre à comme justement se laisser peut-être un peu plus aller parce que lui est habitué dans sa vie très codifiée, très stricte. Le matin, il se lève, il s'entraîne. Fait que lui, il amène une rigueur à la petite fille, mais la petite fille amène un côté enfantin aussi. Et j'aimerais faire une petite mention aussi dans le film à un personnage qu'on voit pas souvent, qui est comme un peu, c'est un propriétaire d'un restaurant. Et puis, lui, dans le fond, garde l'argent et donne les contrats au personnage de Jean Reno. Donc, c'est comme un mafieux, si on veut. Et c'est incarné par le grand et un homme que j'adore, Danny Aiello. Un acteur que j'aime beaucoup. Danny Aiello, qui jouait dans Do the Right Thing, qui tient le petit restaurant. Cairo, Once Upon a Time in America. De la série The Last Dome. Qui est décédé, d'ailleurs, il n'y a pas super longtemps. Ça fait pas si longtemps. Danny Aiello, hein? Non, ça fait pas si longtemps. Un acteur incroyable. Moi, je l'aime tellement, je le trouve tellement attachant. À chaque fois qu'il arrive à l'écran, là, ça me fait triper. Pourtant, il fait pas toujours des rôles attachants, en plus. Oui, ben c'est ça qui est le pire. Ouais. En fait, il fait plus souvent qu'autrement des trous de cul. Mais... Oui, le pire, ouais. Puis, mais il le fait bien, fait que on aime ça. C'est un trou de cul, mais il le fait bien. On le fait bien, fait que c'est excusé. Mais oui, fait que ça, c'est intéressant aussi dans le film. Et donc, voilà, c'était ça un peu l'envie que j'avais de vous donner de voir ce film-là parce que c'est un très beau film avec des thèmes intéressants. Et le film, il y a de l'action, il y a de tout, c'est attachant. Fait que voilà, Léon le professionnel. Donc toi, Félix, écoute... toi, tu vas nous parler d'un acteur, là, un acteur. Oui, 2021. De quoi 2021 est l'anniversaire? Oh. C'est le 30e anniversaire du décès de Klaus Kinski. Et là, Klaus décédé en Kinski. 91. C'est ton année de naissance, Oui, en plus. Mais, donc, je vais vous faire un petit résumé de sa vie parce que c'est un personnage plus grand que nature, c'est un personnage fascinant, terrifiant. C'est l'être de tous les superlatifs, finalement. Mais il y a, en tout cas, beaucoup de choses d'intéressantes, je trouve, à dire sur son cas. Donc, commençons par parler de sa vie d'abord, d'où il vient. C'est quelqu'un qui est né le 18 octobre 1926 dans la ville de Zapot, qui est située dans la région de Danzig, qui à l'époque faisait partie de l'Allemagne, mais qui est plutôt une région polonaise en réalité. Donc, puis même, on dit toujours que Klaus Kinski est un acteur allemand, mais dans les faits, ses origines, sur le plan identitaire, c'est un peu flou, en fait. Parce qu'en réalité, il serait plutôt d'origine polonaise, mais comme il est né citoyen allemand, et puis aussi, c'était un grand polyglotte aussi, donc il parlait polonais, parlait allemand, français, anglais. Son anglais, d'ailleurs, est confondant. Quand on voit des films de lui où il joue en anglais, on décerne à peine une pointe d'accent. Il parlait italien aussi, donc ça a marqué sa carrière aussi parce que ça lui a permis de filmer dans un peu toutes sortes de pays. Et naturellement, on dit né en Allemagne en 1926, en général, c'est synonyme que tu as eu une vie assez rock'n'roll juste en partant parce que dès l'âge de 18 ans, c'est en pleine Deuxième Guerre mondiale puis il s'est fait recruter de force pour être dans l'armée nazie. Il s'est fait capturer par les Anglais. Il a connu les camps, tout ça, avant de pouvoir rentrer chez lui. Et détail... Hasard de l'histoire, on parle souvent des hasards. Juste après la guerre, quand il n'y avait plus d'argent, il était un peu paumé complètement, il s'est retrouvé pensionnaire dans un appartement où il restait une autre famille. Et c'était la famille de qui? C'était la famille de Werner Herzog. Werner Herzog, qui va être un grand réalisateur allemand, qui à l'époque était tout jeune garçon, et qui va tourner souvent avec Klaus Kinski par la suite. Donc, c'est assez drôle de ça. Pour son grand malheur. Pour son grand bonheur, mais son grand malheur à la fois. Exactement, mais on va y venir. C'est là où la relation entre les deux est vraiment très, très, très intéressante. Donc, bref, Kinski, c'est quelqu'un qui commence à jouer assez tôt, en fait, d'abord au théâtre. Dans du théâtre plus expérimental, et il a commencé à jouer dans les pièces de Jean Cocteau, donc déjà on part assez élevé quand même sur les chapeaux des roues, si on veut.
Mais il va passer assez vite du théâtre à des films d'exploitation. Donc, lui, c'est quelqu'un qui tourne énormément dans des films d'un peu toutes sortes de genres. Puis lui, c'est quelqu'un qui s'en fout un peu, lui, sur ce plan-là. Il disait toujours, moi, je prends les rôles qui payent le plus, puis qui me laissent le plus de temps libre, que c'est les horaires de travail les plus courts. C'est ça. Donc, il filme pour le fric, puis il s'en cache même pas. Donc, il se retrouve à jouer dans toutes sortes de films, un peu tout croche, des films d'horreur, des nanars, des trucs, des séries Z. Mais, à l'occasion, dans cette filmographie-là, on trouve aussi des films absolument extraordinaires, dont un, entre autres, que tu aimes beaucoup, qui est Le Grand Silence. Ah! C'est toi qui nous l'as fait découvrir dans une soirée de film. Western italien de 1969, film avec... film de Sergio Corbucci. Oui, film avec à peu près 40 anciens francs de budget. Pas grand-chose à se mettre sous la dent, mais un film qui est transcendé par un certain nombre de choses, entre autres le talent d'acteur de Klaus Kinski, qui joue le méchant du film, qui est un tueur à gages qui massacre des gens qui ont été mis hors la loi parce que, bon, ils ont été poussés au crime en étant tombés dans la pauvreté, tout ça. Et puis, donc, lui, il se fait la manne avec ça, puis il va se retrouver en concurrence avec un aventurier muet qui est joué par Jean-Louis Trintignant, un cowboy as de la gâchette. Les deux vont... Le film va être un peu la rivalité entre les deux, puis leur combat... cataclysmique. Et c'est intéressant aussi de souligner ce film-là, c'est un des rares westerns. En fait, c'est une grande inspiration pour le film de Tarantino. Oui, The Hateful Eight. Oui. C'est en fait, c'est le premier western à l'époque qui filme tout le film pratiquement dans un contexte enneigé. Oui. Donc, au lieu d'être dans une plaine, comme on les connaît dans la contrée de l'Ouest, vraiment chaude et tout, sableuse, vallonneuse, on est vraiment dans un contexte enneigé. Et puis la violence du film, le côté amoral, le côté désespéré, tout ça, ça va marquer énormément le genre western. Ben, évidemment, c'est dans la suite de ce que Sergio Leone faisait, mais poussé encore plus à l'extrême, encore plus sombre, encore plus glauque, encore plus violent. Ouais. Vraiment un cinéma... jusqu'au boutiste, on pourrait dire. Donc, malgré le fait que Kinski tourne un peu n'importe quoi, il se retrouve quand même... Il y a quand même des films intéressants qui émergent de tout ça. Et puis, c'est en bonne partie grâce à lui, parce que c'est vraiment un excellent acteur qui est capable de jouer sur beaucoup de registres aussi, qui est capable d'aller à la fois dans la grandiloquence, mais aussi dans l'underplaying, mais aussi dans la subtilité, dans le personnage qui joue dans Le Grand Silence, qui s'appelle Loco, mais qui, malgré le fait qu'il s'appelle Loco, donc le fou, est en réalité un être très froid, très calculateur, très, comment je pourrais dire... Il joue d'une manière un peu séductrice, un peu onctueuse, si j'ose dire. C'est donc, vraiment quelqu'un qui a un vrai talent d'acteur, mais à côté de tout ça, à côté de toute cette production-là, qui est production surtout de genre, commercial, tout ça, il va aussi se retrouver à jouer dans des films d'auteur, dans des films qui vont marquer, entre autres, dans les films de Werner Herzog dont je parlais tout à l'heure. Et le premier film qu'ils vont faire ensemble, ça c'est un autre film dont je veux parler, c'est le film Aguirre, la colère de Dieu. Donc, film qui a été tourné sorti en 1973, si je ne me trompe pas. Et ça, c'est le film de tous les dangers. C'est-à-dire, Werner Herzog, c'est quelqu'un que ses tournages, c'est toujours la folie. C'est quelqu'un qui a tourné dans des circonstances absolument incroyables, qui prend énormément de risques quand il fait des films. Et là, il décide de faire l'histoire d'un groupe de conquistadors qui sont à la recherche de l'Eldorado. Donc, ils sont dans la jungle, c'est filmé au Pérou, dans le fin fond de l'Amazonie. Et puis, c'est justement un groupe de conquistadors qui remontent un fleuve en radeau et qui vont être décimés par la faim, par les attaques, par la maladie. Bon, tout ça, c'est vraiment quelque chose de vraiment une aventure qui vivent tous ensemble. Et le tournage lui-même est une aventure parce qu'ils sont réellement dans le fin fond du Pérou et ils sont réellement
à l'écart de toute la civilisation et ils malade. doivent réussir à faire un film, tout ça. Donc, ils ont réellement remonté en radeau avec l'équipe technique qui s'accrochait avec des C'est cordages, tout ça. complètement Qui a été- fou, là. Comment est-ce que personne est mort, on ne le sait pas. Mais ce qui rend ça encore pire, c'est qu'il y a Klaus Kinski, une espèce de caractériel malade, que lui, il pète des coches homériques sans arrêt. Non, mais à un moment donné, il trouve que les figurants font trop de bruit. Ils sont dans une hutte à côté. Il pogne un gun, il tire dans la hutte. Il fait un trou. Qu'est-ce que tu fais quand ton acteur principal commence à tirer sur tout le monde? La plupart des gens auraient paniqué. Écoute, je veux Mais juste pas- rajouter, Ouais, je vas-y. veux te rajouter juste une affaire. J'avais vu une entrevue d'un... Parce que, comme tu disais tantôt, il a joué dans plusieurs films de genre américains. Et puis, mon Dieu, c'est une carriole qui passe ou... Ouais, là, je sais pas ce qui se passe. Désolé pour le son. C'est Klaus Kinski qui arrive en fouettant des chevaux. Là. Avec des reines, ce serait pour le temps des fêtes. Bon, en tout cas, avec là, il a joué Le Père dans des... Noël Kinski, j'ai peur de ça, moi, un peu. Il donne pas des cadeaux, il te les enlève. Fait que ce qui arrive, c'est que dans les années 80, il joue dans un film qui s'appelle Crawl Space, qui est réalisé réalisé par David Schmoeller. David Schmoeller, qui est un réalisateur américain qui a fait des genres de films d'horreur, là, Tourist Trap en 79. Là, les fans d'horreur vont sûrement connaître ça. Et puis, bref, j'avais tombé, il me semble, sur une entrevue de lui qui racontait son expérience de tourner avec Kinski. Puis il disait, c'était complètement fou, il disait à un moment donné, je pouvais même plus dire, c'était le réalisateur, là, il dit, je pouvais même plus dire couper où on tourne, tu sais, et action. Il pouvait pas parce que Kinski trouvait que c'était pas assez bon ou que c'était compliqué ou je sais pas quoi. Fait que là, il était là, moi je vais caler les shots. Là. Fait que c'était Kinski qui calait les shots. T'es comme, man, ça, c'est... Non, on va y revenir dans le prochain film dont je vais parler, mais finir sur Aguirre avant. Donc, Kinski, ingérable, fou, violent. Mais le problème, c'est que face à lui, il y a Werner Herzog. Werner Herzog, il n'a pas peur de grand-chose. Pour vous donner une idée, son film précédent, qui s'appelait Fata Morgana, c'était un documentaire. Non, pas un documentaire, pardon. C'est un film de fiction, mais qui avait été tourné au Cameroun. Et puis pendant le tournage, pour une raison obscure et difficile à comprendre, Herzog s'est retrouvé en prison au Cameroun. Et il a attrapé la malaria. Il a failli mourir là. Alors lui, un petit blond hystérique qui lui gueule après, même s'il y a un gun, pour lui, c'est pas quelque chose qui peut le faire paniquer tant que ça. Je veux dire, l'ambiance avec Herzog, c'est comme, ouais, bon, tu me cries après, mes couilles sont plus grosses que ta tête, là. Je m'en fous, là. C'est Werner Herzog. Et Werner Herzog, à un moment donné, lui a carrément dit, OK, essaie, tu dis qu'on te fait chier, tu nous détestes, tu veux t'en aller, essaye de t'en aller, mon gars. Tu traverses la rivière, moi aussi j'ai un gun, t'as 6 balles dans la tête avant d'arriver de l'autre côté. C'était ça la relation entre les deux. Par la suite, Kinski s'est calmé un peu. Mais ce qui est incroyable, c'est que par après, ces gens-là ont fait 4 films. Ces deux gars-là ont fait 4 films ensemble. Fou, hein, quand même. Et puis, toujours avec une relation amour-haine, tu lis des entrevues que les deux ont données. Selon à quelle époque ou dans quel mood ils sont, tu la lis. Des fois, l'autre est le pire trou de cul de la planète, ou alors c'est un grand, ou... C'est le plus talentueux, mais un salaud. Ah ouais, c'est vraiment ça, une relation amour-haine pure. Amour-haine bipolaire, mais c'est fascinant. C'est fascinant de voir ça. Déjà que les tournages qu'ils ont faits sont fascinants en tant que tels. Puis là, malheureusement, on ne peut pas parler de tout, parce que dans le cadre d'une chronique, je ne peux pas parler mais il y aurait des histoires incroyables à raconter. Mais... Ça, juste pour dire rapidement, un des prochains films qu'ils vont faire ensemble, ça va devenir un grand classique, Nosferatu. Le remake magnifique. de Nosferatu, le fameux Nosferatu de Murnau. Ouais. Mais le film dont je veux parler, c'est pas de celui-là, c'est plutôt de la suite qu'ils ont voulu faire. Parce que comme le film avait bien marché, naturellement, il y a toujours des producteurs italiens qui flairent, qui flairent la possibilité de rentabiliser ça. Et il y a un producteur qui s'appelle Augusto Caminito qui dit « Ah, mais on pourrait faire une suite à Nosferatu, on reprend Klaus Kinski et on transfère ça pendant le carnaval de Venise. Donc, on va filmer des images sublimes du carnaval. Et en même temps, il va avoir Kinski déguisé en Nosferatu. Ça va être extraordinaire. Gros hit en perspective. Lui, il croyait dans son truc, tout ça. Il réussit à avoir Kinski, à le faire signer pour le film. De toute façon, lui, tu donnes un chèque. Puis, tout ça, c'est réglé. Ça va, c'est pas plus compliqué. Mais il décide qu'il ne veut plus se faire maquiller cette fois-là. La fois d'avant, ça l'énervait. Fait que là, il décide qu'il va jouer avec sa longue chevelure blonde, alors que Nosferatu, normalement, le Nosferatu iconique, c'est quand même le crâne chauve, les oreilles, tout ça, très maquillé. Là, on n'est pas là-dessus. Mais là où ça devient grave,
c'est que Kinski se bat avec le réalisateur qui était engagé là, qui était Mario Caiano, et à tel point que Mario Caiano doit fuir pour sa vie. Wow. Et là, le film n'a plus de réalisateur. Mais là, Caminito qui se dit, bon, je vais essayer d'acheter la paix, je vais payer son salaire à Caiano, puis je vais réaliser le film moi-même. Mais contrôler Kinski, c'est pas si facile que ça. Et ça finit exactement comme ce que tu décris, c'est-à-dire que c'est lui qui prend le contrôle du film, en réalité. Wow. C'est lui qui colle les shots. Il demande au caméraman, suis-moi, on va embarquer sur une gondole, et puis filme-moi. Alors, tout le budget du film passe là-dedans, parce que le tournage s'étire. Et là, il n'y a plus rien. Et ça c'est la pagaille, là. Ça ils se disent, bon, mais ils ont décidé de monter le film pareil puis de le sortir. Alors, ça donne un truc. Nosferatu à Venise, sorti en 88. Ah, faut que je le vois, je l'ai pas vu, lui. Non, mais c'est que il y a des flashbacks que tu comprends pas trop parce qu'ils n'ont pas eu le temps de tourner tout le scénario. Fait que ça donne un truc un peu sans queue ni tête. Avec ils tentent de faire des effets spéciaux. C'était l'incrustation de l'époque, les surimpressions. En tout cas, tu te dis, okay, qu'est-ce que je suis en train de regarder? Avec des scènes de nudité un peu gratuites, j'imagine, pour essayer de rentabiliser le film. Rentabiliser le truc. C'est vraiment comme... Non, mais je veux juste vous montrer qu'est-ce que ça donne. Kinski contrôlé par quelqu'un, par un auteur qui sait où il s'en va et qui a le guts de le confronter, versus Kinski qui est maître de lui-même et du tournage. Qui prend le contrôle. Ce gars-là peut faire crasher le truc de manière assez hallucinante. Et puis, c'est intéressant parce que Herzog, juste avant ce film-là, Herzog et lui avaient fait leur dernier film ensemble qui s'appelle Cobra Verde. Et c'est l'époque où Kinski pensait devenir réalisateur. Et à ce moment-là, Herzog a dit justement, c'est quelque chose que j'ai lu dans les entrevues de l'époque, il a dit, OK, à partir de ce moment-là, j'ai su qu'on ne pourrait plus tourner ensemble. Parce que désormais, il voulait se mettre en scène lui-même. Donc, la relation à partir de ce moment-là était plus possible. Et puis, effectivement, ça va aller de mal en pis pour lui. Et puis, finalement, bon, il va mourir quelques années plus tard. Comme je disais, il va mourir le 23 novembre 1991. Mais un autre truc qu'il faut dire sur Kinski pour parler justement de sa personnalité mégalomane et dangereuse, c'est que longtemps après, en 2013, ces deux filles, Paula et Natasha, l'ont dénoncé comme les ayant agressées sexuellement pendant leur enfance à plusieurs reprises. Donc là, on n'est pas seulement face à quelqu'un d'excentrique, on est vraiment face à quelqu'un de monstrueux, mais qui, paradoxalement à ça, est aussi un grand acteur. Donc, ça nous pose... C'est pour ça que je voulais parler de Klaus Kinski, en fait. C'est parce que ça nous pose cette espèce de question-là des limites entre l'homme et l'œuvre. On dit souvent... moi, c'est mon école de pensée. Je pense qu'il faut distinguer l'homme et l'œuvre. Je pense que c'est important. Il ne faut pas interdire les films de Kinski. Mais n'empêche, tu te dis, quelqu'un qui a fait ça à ses propres filles, ça devient quand même assez terrifiant. Comment on aborde tout ça? On a un individu qui joue souvent des rôles de monstres dans tous les sens du terme, pas forcément dans le sens fantastique, mais dans le sens de personnage monstrueux. Et puis, de savoir qu'il faisait ces choses-là aussi, ça pose toutes sortes de questions. Moi, je ne sais pas sur quel plan tu te situes. Je suis assez comme toi là-dessus, en fait, parce que sinon, je veux dire, demain matin, on va boycotter tout ce qui existe, là, en voulant dire pas tout, mais une bonne gang. Actuelle. C'est ça, fait que je me dis, je comprends, de ne pas encourager, etc., tout ça, je comprends, mais je me dis, je ne veux pas encourager nécessairement, évidemment que je ne veux pas encourager, mais je me dis, si on reste du point de vue strictement objectif sur l'art, vraiment sur l'art, ces gens-là, sont bons. C'est des bons films, c'est des bons acteurs, des bons réalisateurs, etc. Mais oui, fait que c'est ça pose un sérieux problème. C'est le clash d'époque aussi, c'est le clash d'époque, parce que tu regardes Marie-Pierre Morin qui ont voulu comme effacer ses séries, effacer ses films, tout ça, les rendre accessibles, alors qu'elle n'a même pas fait le 10e de ce que Kinski a fait. Tu te dis, OK, est-ce que c'est notre époque qui est rendue trop stricte, ou est-ce que c'est leur époque
qui était comme beaucoup trop permissive. Peut-être un peu des deux, hein? Ouais, peut-être. Peut-être qu'il y a une balance qui n'a jamais été trouvée, je sais pas. Ça se pourrait, ouais. Ouais, c'est quand même des cas complexes, ouais, effectivement. Puis d'ailleurs, je voudrais juste en terminant ou avant toi, si tu veux clore, j'ai vu un film, je pense, de Mario Caiano, justement. D'ailleurs, c'est pas lui, là. D'ailleurs, lui, j'aimerais le voir. Mais c'est lui que tu as parlé. Mais j'ai c'est une vu... expérience. J'ai vu un film incroyable. Je veux pas vous en parler, là. Je veux juste vous dire le titre et vous dire, allez voir ça, c'est drôle en tabarnache. C'est un film qui s'appelle Shanghai Joe et c'est un western mixé avec un film de kung-fu. Fait que le personnage principal, je me rappelle plus du nom de l'acteur. La cuisine fusion. C'est vraiment, là, c'est un acteur asiatique, là, je me rappelle plus exactement qui et de quel pays, mais je peux vous dire, c'est vraiment cool. Puis, bon, il y a des choses qui ont mal vieilli, mais ceux qui aiment le cinéma de genre, surtout les westerns, voyez Shanghai Joe, c'est vraiment nice. Fait que je vous dis ça comme ça. Ben écoute, sur ce conseil cinématographique, moi je pense que je vais pas mal terminer ma chronique, c'est ce que j'avais à dire. Ben super, fait que good job mon cher, puis ben on se voit la semaine prochaine. Hein? Ben oui, on se voit la semaine prochaine. On espère que le monde va être là aussi. Ben oui, on espère que vous allez être au rendez-vous. Merci beaucoup et bonne semaine à vous. Bonne semaine à vous. Likez, commentez, partagez. Ciao. On vous aime. Bye.